Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle édition du baromètre de la fidélité. Donc je suis, si j'ai bien compris la logique, on doit se présenter. Donc Michael Flakanji, je suis maître de conférence à l'IAE à Bordeaux. Et donc comme Philippe l'a évoqué et Jean-François aussi, je m'occupe du Master 2 Marketing Stratégie. Alors pour ce qui est du baromètre, chaque année on essaie de mesurer d'éventuelles évolutions dans les réactions des consommateurs au programme de fidélité. Donc il y a une dimension vraiment longitudinale qui est importante. Et toutefois, on essaie quand même de se réinventer, c'est un mot qui est à la mode, d'apporter de nouvelles questions pour enrichir et mettre la focale sur, j'allais dire, des éléments nouveaux qui pourraient être intéressants pour les enseignes. Alors, je vais pas rentrer dans des considérations méthodologiques, c'est pas le propos aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Juste, peut-être qu'on intégrera d'autres éléments supplémentaires dans la version que l'on publiera sur le blog de l'Observatoire. Et si vous avez des questions sur l'échantillon, la manière dont on a analysé les données, n'hésitez pas à me contacter par email. Donc, retenez juste le chiffre, on a 906 questionnaires et on peut que remercier les enseignes clientes d'Aquitem de bien avoir voulu router à leurs clients notre questionnaire. Donc, si vous êtes prêts, je vous propose de présenter les premiers résultats. Alors, on a décomposé, j'ai décomposé mes propos en différentes, j'allais dire, rubriques, catégories, et à chaque fois, donc je mets la focale sur un point en particulier. Donc, le premier point, c'est sur le rapport qu'entretiennent les consommateurs aux cartes de fidélité. Alors, les femmes, comme vous pouvez le voir, détiennent plus de cartes que les hommes. Elles sont 37,4% à détenir plus de 10 cartes, contre 16,2% pour les hommes. Et ce qu'il est intéressant de noter, si on va un petit peu plus loin dans le détail, l'année dernière, on avait constaté une baisse de 4 points de pourcentage de femmes à plus de 10 cartes de fidélité. Et ce glissement vers moins de cartes tend finalement à se confirmer depuis 2 ans, alors que pour les hommes, c'est la première année où on enregistre une baisse. Depuis que j'ai pris le baromètre entre guillemets en main il y a 6 ans, les hommes, c'était vraiment ascendant, ils avaient de plus en plus de cartes. Alors là, Covid ou pas, je ne sais pas, mais ça sera intéressant de regarder l'année prochaine si c'est une tendance, j'allais dire, durable de réduction des cartes de fidélité qui se tend à poindre. À chaque fois, et vous aurez l'occasion de m'entendre au cours de mes propos, on essayait de comparer les résultats en fonction des variables, j'allais dire individuelles classiquement utilisées, donc l'âge bien évidemment, au-delà du sexe, et la catégorie socio-professionnelle. Et donc si on s'intéresse à l'âge, on regarde que les plus jeunes sont ceux qui ont le plus de cartes de fidélité. Et il y a aussi une relation significative entre CSP et nombre de cartes, où les retraités en ont le moins et les cadres supérieurs le plus. Alors si je passe à présent la première innovation du baromètre de cette année, on s'est posé la question, est-ce que les consommateurs partagent leur carte de fidélité autour d'eux? Et la réponse, c'est un grand oui. Ils sont 61,7 à partager au moins une carte, et ils partagent, c'est ce que je vous ai mis dans l'encadré, en moyenne 4 cartes. Et ce qui est intéressant de noter également, ce sont les plus jeunes qui tendent davantage à partager leur carte de fidélité. Et plus un consommateur possède de cartes, plus il tend à les partager. Alors si on va un petit peu plus loin sur cette question-là, au-delà de partager sa carte avec un membre, j'allais dire, de son foyer par exemple, les consommateurs déclarent aussi qu'il leur arrive de donner le nom d'une autre personne lorsque le vendeur, le caissier, leur demande s'ils sont membres d'un programme de fidélité. Et donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que même s'ils ne bénéficient pas directement de l'offre, ils vont cagnotter pour autrui.
Et encore une fois, on constate, hein, qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui tendent à donner leur nom, quoi, le nom, pardon, d'une autre personne. Et de la même façon, l'âge explique aussi, on constate une différence au niveau de l'âge où les plus jeunes tendent à partager 4 fois plus, par exemple, quoi, donner 4 fois plus le nom de quelqu'un d'autre que les personnes les plus âgées. Alors, dans la continuité, hein, de ce point sur les cartes et ce rapport aux cartes, par rapport à l'année dernière, on constate également que les consommateurs tendent moins souvent à utiliser leurs avantages cartes, et ce, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur CSP. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, on utilise moins systématiquement pour tout un tas de raisons, comme par exemple, hein, on peut oublier de les utiliser, ou on considère qu'ils ne sont pas nécessairement intéressants à nos yeux. Alors, le prochain point, le prochain focus, c'est sur l'adhésion au programme de fidélité. Alors, la première chose, hein, que je souhaite évoquer, c'est qu'on a demandé aux répondants de nous indiquer leurs attentes lorsqu'ils souscrivent à un programme. Donc, c'était les mêmes modalités de réponse que celles qu'on pose depuis 4 ans. Hein. Si vous regardez bien, vous avez les chiffres des 4 dernières années. Et accessoirement, on a ajouté, pour essayer de mieux comprendre l'appétence pour les cartes plastiques ou le dématérialisé, on a ajouté la modalité de réponse dématérialisée. Et donc, comme tous les ans, les consommateurs semblent majoritairement vouloir un avantage financier, puis une carte plastique. Et les tendances, donc, je le répète, hein, elles sont identiques aux années passées, même s'ils sont peut-être un petit peu moins nombreux qu'il y a 2 ou 3 ans à vouloir, par exemple, une carte plastique. On constate également des différences interindividuelles où les femmes, par exemple, et les plus de 54 ans sont les plus attachées à la carte plastique. Alors, je vous ai mis normalement, je ne sais pas si ça va apparaître, si ça apparaît, un élément qui me semble intéressant. Et pour bien comprendre l'importance d'avoir un programme omnicanal, c'est que les personnes, donc, elles pouvaient répondre à plusieurs, hein, cocher plusieurs modalités de réponse. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que parmi ces 43% de consommateurs, hein, qui disent, hein, vouloir une carte plastique, ben en fait, parmi eux, il y en a 15% qui veulent aussi avoir un programme dématérialisé. Et donc, en fait, avoir les 2 options et pouvoir utiliser indifféremment en fonction de, j'allais dire, la situation, telle ou telle option. Au-delà de, j'allais dire, les attentes, ce que le consommateur recherche, on s'est intéressé aussi à ses craintes. Et il ressort que, hein, 9 sur 10, on indique au moins une crainte lors de la souscription à un programme. Alors ce résultat, hein, vous le voyez, hein, il est sensiblement identique à ce qu'on a observé les dernières années. Par contre, ce qui tend à être souligné dans le deuxième point, c'est que ces craintes semblent davantage de nature à amener à refuser d'adhérer à un programme de fidélité. Donc, dans l'ensemble, hein, si on regarde tous les... Alors, je suis navré, dans la version que vous aurez en ligne, hein, j'allais dire, l'affichage sera un petit peu mieux réussi, parce que normalement, il est censé avoir des modalités de réponse, et j'ai l'impression que ça a bougé un petit peu avec le logiciel de Visio, la présentation. Donc, toujours est-il que sur un certain nombre de points, on voit une augmentation des craintes des consommateurs. Donc, par exemple, que leurs données soient revendues, de recevoir trop de SMS, de mails, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui augmentent. Le seul point où on voit finalement une petite réduction, une petite baisse, c'est pour celui-ci, c'est sur la peur que la carte de fidélité devienne ou soit payante. Sinon, pour tout le reste, soit il y a une augmentation par rapport aux 2 années précédentes, soit ça reste plus ou moins identique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, il y a un travail de pédagogie qui convient pour les enseignes de poursuivre pour essayer, hein, de lever ces craintes, puisque maintenant, s'il y a une crainte de plus en plus, on dit non, on ne souscrit pas au programme de fidélité.
Alors le prochain focus, c'est, pour poursuivre sur cette, question de la dématérialisation. Donc pour étoffer notre compréhension, on a demandé aux répondants, hein, comme l'année dernière, s'ils connaissaient l'application porte-carte de leur téléphone et un peu plus de la moitié ne la connaît pas. Donc c'est finalement peut-être même un petit peu moins que l'année dernière. Et si on s'intéresse à présent pour ceux qui utilisent, quoi, en tout cas, pardon, qui connaissent l'application, est-ce qu'ils l'utilisent et quelles utilisations ils en font, ben, ils s'en servent essentiellement pour enregistrer leur carte de fidélité. Et donc, une fois encore, il y a ce travail de pédagogie que j'évoquais à faire pour essayer de faire comprendre les vertus de ces applications porte-cartes qui sont à même de pouvoir simplifier l'expérience en magasin notamment. Et si on s'intéresse à quelques différences interindividuelles, pour en citer une, les hommes sont davantage utilisateurs de l'application porte-carte que les femmes, tout comme les cadres supérieurs. En revanche, pour l'âge, c'est pas nécessairement les plus jeunes qui sont les plus utilisateurs de ces applications. Alors, si j'aborde à présent un nouveau focus sur la Covid, hein, Covid oblige, on a intégré 2-3 questions à ce sujet. Alors, je ne sais pas si mon tableau est très clair. Je vais essayer de l'être un petit peu plus, en tout cas à l'oral. Ce qu'il faut retenir, le premier point, c'est qu'il n'y a rien de surprenant. La Covid a impacté la manière de consommer. Hein, et ça, il y a d'autres études comme celle de l'Obsoco, etc., qui sont arrivées à la même conclusion. Alors, il y a un résultat qui est intéressant, c'est que plus les personnes pensent que la Covid ne va pas disparaître, plus elles estiment que la Covid et ce virus a modifié leur comportement de consommation, et plus elles font attention, par exemple, aux gestes barrières, plus elles vont consommer local. Alors après, on observe quelques différences interindividuelles. Alors, je ne savais pas s'il fallait le mettre en rouge, en vert pour montrer si c'est plus ou moins important, mais je vais essayer d'être plus clair. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes tendent davantage que les hommes à privilégier, par exemple, les commerces qui garantissent le respect des gestes barrières, et elles sont plus nombreuses à déclarer avoir changé leur manière de consommer, à avoir repensé leur manière de consommer. Pour ce qui est de l'âge, on voit que c'est la classe des 54-72 ans qui est la plus impactée. Ils ont moins privilégié les achats en ligne et ils sont les plus nombreux à choisir les magasins où le respect des gestes barrières est assuré, à consommer local, à retourner dans les commerces de proximité. À l'inverse, les plus jeunes sont ceux pour lesquels la crise a priori le moins changé la manière de consommer. Et pour ce qui est de la CSP, a priori, ce seraient les cadres supérieurs qui ont déclaré avoir repris le plus rapidement, et ainsi que les étudiants, leurs habitudes de consommer. Donc voilà pour les grandes conclusions sur ce point. Si on aborde à présent une autre nouveauté, je vous mets le focus sur les caractéristiques des programmes plébiscités. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Grosso modo, on a interrogé les consommateurs sur les caractéristiques des programmes qu'ils préfèrent. Et donc, il ressort deux caractéristiques, deux catégories distinctives. Tout ce qui concerne les avantages en tant que tels et tout ce qui concerne les modalités de fonctionnement du programme. Et a priori, ce qui est le plus important aux yeux du consommateur, c'est les avantages qu'il reçoit. Donc, c'est vraiment ce qui l'intéresse avant même de savoir comment ça fonctionne. Et donc, et ce résultat, on ne l'avait pas mesuré les années précédentes, mais on avait déjà mis en évidence l'orientation vraiment centrée sur les récompenses des consommateurs. Et on avait déjà évoqué l'idée que tous les avantages, toutes les récompenses ne se valaient pas aux yeux des consommateurs. Donc, par exemple, on voit que les programmes hiérarchiques, même si plus on monte dans les strates, plus on a d'avantages intéressants, a priori, c'est pas ce qui est le plus plébiscité par les consommateurs. Et un autre point qu'on peut évoquer, c'est que les consommateurs aujourd'hui veulent un programme omnicanal et pouvoir avoir un seul programme acheté en ligne, en magasin, et utiliser,
à sa guise comme il le souhaite. Alors après, je vous ai mis, on observe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques différences interindividuelles encore une fois. Alors la dernière nouveauté de l'année, c'est dans ce point sur j'allais dire la segmentation des porteurs de cartes qu'on présente. Si vous nous suivez depuis un certain nombre d'années, chaque année dans le baromètre, on essaie de voir les différents profils de porteurs de cartes. Et généralement, on posait des questions autour des récompenses préférées des consommateurs. Et donc, le consommateur disait, et on essayait de faire notre typologie, on identifiait, par exemple, souvenez-vous, l'année dernière, on avait 4 types de consommateurs, les accros, les réfractaires, on avait les économes et des un petit peu plus modérés en fonction donc, de leurs préférences pour les programmes. Et cette année, on a pris le problème, entre guillemets, à l'envers en se disant, et Jean-François l'a plus ou moins évoqué, on peut avoir des décalages entre l'attitude, nos préférences et nos comportements. Par exemple, j'aime beaucoup la marque Ferrari. Si je pouvais, je prendrais une Ferrari en voiture. C'est pas vrai, mais c'est pour vous donner l'exemple. Et pour autant, par contre, là, c'est vrai, je roule en Clio 3. Donc, il y a un décalage entre ma préférence et mon comportement. Et donc, cette année, on s'est dit, plutôt d'interroger et de faire une typologie sur les préférences, on va s'interroger, on va leur poser des questions. Quels sont tous les points de contact de la fidélité que vous avez utilisés au cours des 3 derniers mois? Et parti sur cette base-là, donc on avait une série d'une vingtaine de points de contact qu'on avait travaillé, identifié avec Agnès notamment. On a laissé parler les données et qu'est-ce qu'il en est ressorti? On a 5 catégories de points de contact. On a tout ce qui touche aux réductions physiques. Donc, je vous ai mis entre parenthèses de 3 éléments, des coupons papier reçus à domicile, le couponing en caisse. On a des réductions numériques. Donc, on va télécharger sur l'application des bons de réduction ou même une application tierce qui n'est pas possédée par l'entreprise. Donc, il y a aussi bien des points de contact contrôlés que non contrôlés par la marque. La troisième catégorie concerne tout ce qui touche, grosso modo, au cagnotage. On a acheté, et le fait d'avoir acheté va nous permettre d'accumuler des points qu'on va pouvoir utiliser ultérieurement. Ensuite, on a ce qu'on peut qualifier, je ne savais pas trop comment les nommer, des points de contact communicationnels, relationnels. Donc, par exemple, recevoir une newsletter avec des infos, mais pas nécessairement donc des réductions, lire des posts sur les réseaux sociaux. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont tout ce qui est invitations spéciales et services privilèges, comme par exemple avoir une carte de crédit, pouvoir avoir une retouche sur son pantalon, etc., etc. Et donc, sur la base de ces 5 catégories, ensuite, on a essayé d'identifier des profils de consommateurs. Et c'est la slide suivante, si j'arrive à vous la mettre. La voici. Donc, cette année, on identifie 3 groupes de consommateurs selon leur comportement passé en matière de points de contact avec les différentes enseignes. Les omnicanaux accros, qui est la première catégorie. Donc, eux, ils adorent le shopping, les cartes de fidélité. Il s'agit de ceux qui utilisent le plus les points de contact, les touchpoints à leur disposition. Aussi bien ceux qui sont physiques que numérique, avec peut-être une préférence quand même pour le physique. Mais on voit bien aussi qu'ils se tiennent au courant des informations que la marque peut donner indépendamment d'obtenir notamment des réductions. Les cagnoteurs, alors je les ai appelés opportunistes, au début je voulais les appeler cagnoteurs physiques. Eux préfèrent également les récompenses physiques et ils sont principalement opportunistes, comme on le verra un petit peu plus loin. Et ils se désintéressent, par exemple, de tout ce qui est touchpoint relationnel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des points de contact qui rapportent quelque chose. Enfin, on a ce que j'ai qualifié les doubles déconnectés, les DD, qui ressemblent sensiblement aux réfractaires dans les éditions précédentes, dans le sens où ils ne rentrent que très peu en contact avec les enseignes. Et je les ai appelés les DD, pour l'utilisation de l'adjectif double, pour renvoyer au fait qu'ils se désintéressent d'une part à la consommation en général et d'autre part
au digital, au-delà de leur désintérêt pour les programmes de fidélité. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette segmentation. Alors, je vais essayer de donner 2-3 petites statistiques sur chacun de ces groupes de consommateurs. Alors, le premier point que je voulais déjà aussi évoquer, c'est que les critères de segmentation classiquement utilisés pour décrire les groupes ne marchent pas. Dans le sens où il y a à peine plus de femmes, mais vraiment très très légèrement, même pas au seuil de 5%. L'âge n'explique pas du tout l'appartenance à ce groupe, tout comme la CSP. Donc c'est davantage en termes d'avantages recherchés qu'on pourrait comprendre ce groupe de consommateurs. Donc ces omnicanaux accros, hein, on voit, je vous ai mis, ils ont 34,1%, ils sont 34,1 à avoir plus de 10 cartes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas la classe de consommateurs qui a le plus de cartes ou qui sont le plus à avoir plus de 10 cartes. Puisque par exemple, les cagnoteurs opportunistes, ils sont 35,5%. Donc les autres années, on avait des accros au shopping, des accros aux cartes de fidélité, c'était ceux qui incontestablement avaient le... On se rend compte en fait, les accros, ils recourent à tous les points de contact proposés par les entreprises, mais ils ne sont pas nécessairement des collectionneurs de cartes de fidélité. C'est qu'ils s'investissent, on va dire, peut-être davantage dans la relation avec une entreprise donnée, plus que d'en avoir des relations un peu partout. Ensuite, je vous mets, ils sont 26,7 à utiliser systématiquement leurs avantages. Donc, ce sont ceux qui les utilisent le plus. Ce sont ceux qui ont le moins de crainte, aussi bien d'avoir plus de mails, plus de courriers. Ils sont aussi de façon analogue les moins craintifs qu'on observe leur comportement pour faire de la publicité ciblée, par exemple. Ce sont ceux qui sont très intéressants, ils sont 52,5% à vouloir une carte plastique. Et ce qu'il faut retenir, par exemple, ce sont les opportunistes qui sont davantage favorables à la dématérialisation. Les omnicanaux accros, ils aiment bien avoir la carte papier. Et après, la dernière chose que je peux vous dire en statistique, hein, sur par exemple la Covid, hein, ils sont les plus, entre guillemets, dans le sens où ils considèrent en tout cas que la Covid a modifié très fortement leur manière de consommer, de fréquenter les magasins, etc. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, les cagnoteurs opportunistes, pourquoi ils sont opportunistes ? Parce que ce sont ceux qui veulent absolument pouvoir avoir des réductions. Ce qui les intéresse, c'est faire des économies. Ils sont massivement... c'est la catégorie qui recherche le plus cet avantage-là. Ils sont aussi ceux, je vous ai mis, ils sont 30,2 à ne pas hésiter à vouloir donner le nom d'une autre personne lorsqu'on leur demande s'ils ont un programme de fidélité. Donc on voit bien cette notion tournée vers soi-même avec des bénéfices tournés vers soi. Ils sont, je vous l'ai dit, les plus favorables à la dématérialisation. Ils sont les plus craintifs que leurs données soient piratées. Voilà pour les grandes tendances les définissant. Et enfin, dernière catégorie, les doubles déconnectés. Donc là, il y a un petit peu plus d'hommes que la moyenne. Ce sont ceux qui ont le moins de cartes de fidélité, qui les utilisent le moins, soit parce qu'ils oublient de les utiliser, parce qu'ils considèrent qu'elles sont trop compliquées, ou même parce que ça ne les intéresse pas nécessairement. Sur la digitalisation, ce sont ceux qui sont les moins intéressés. Par exemple, ils ne connaissent que peu l'application porte-carte. Et ils sont par contre, en revanche, les moins craintifs au fait que leurs données soient piratées. Alors, ça peut apparaître surprenant de prime abord, mais finalement pas tant que ça, dans le sens où finalement, ils évitent les points de contact connectés. Donc, vu qu'ils les évitent, ils n'ont pas peur d'être espionnés. En tout cas, c'est la suggestion que je me permets de faire. Alors maintenant, dernier volet, entre guillemets, de ce baromètre, hein, j'espère que je ne vous ai pas perdu entre-temps, et c'est pour préparer la prochaine présentation de Juliette.
sur le consommateur éco-responsable, donc on a essayé de creuser ce sillon de l'année dernière. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'ils sont prêts à adopter des comportements éco-responsables en échange de points de fidélité? Alors si vous regardez le graphe, tous ne se ressemblent pas, donc ce qui traduit que toutes les modalités qui sont présentées ne se valent pas à leurs yeux. Par exemple, utiliser les transports doux pour se rendre en magasin, ça c'est clairement pas quelque chose qui les intéresse. Alors là, j'ai juste fait des graphes en fonction des 3 catégories de consommateurs qu'on vient d'évoquer, mais j'allais dire, on aurait pu faire un raisonnement global, ça ne change pas grand-chose. En revanche, on peut évoquer que, par exemple, les omnicanaux accros semblent être les consommateurs qui sont les plus éco-responsables, avec, dans une moindre mesure, les cagnoteurs, et donc les déconnectés sont, comme je vous l'ai dit, ils s'intéressent à pas grand-chose, et donc potentiellement ils sont un peu moins sensibles à l'éco-responsabilité. En termes de sexe, on voit qu'il n'y a pas, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas nécessairement de différence entre hommes et femmes. Et pour l'âge, il semblerait que les plus âgés soient les moins sensibles à ce sujet-là. Alors, un autre graphique, on essaie de déterminer des scores de sensibilité à l'éco-responsabilité selon 2 dimensions. Acheter des produits versus adopter des gestes responsables. Et on voit bien, il n'y a pas photo, que les consommateurs sont davantage enclins à effectuer des achats responsables que des gestes responsables. Et encore une fois, il y a des différences en termes d'âge où les 73 ans et plus sont les moins intéressés, et cette différence est d'autant plus forte pour les gestes. Alors, comme l'heure tourne, je vais être très bref sur cette dernière slide, puisque Juliette va le développer en long, en large, en travers. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a demandé aux consommateurs s'ils étaient prêts à reverser une partie de leur point fidélité à une association, et les consommateurs ne sont pas aussi altruistes qu'on aurait pu le penser, et ce chiffre est même légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Alors pour conclure, les grandes idées forces, pour reprendre une expression chère à notre ami Jean-François, les idées forces à retenir, quelles sont-elles? Le premier point, des avantages cartes qui sont moins utilisés, et d'ailleurs des consommateurs qui ont de moins en moins de cartes, en tout cas sur ces 2 dernières années. Donc ça serait intéressant de voir si c'est un effet Covid ou si c'est une tendance de fond qui peut amener à s'interroger. Le deuxième point, je vous ai mis, c'est sur l'innovation de cette année, des consommateurs qui mutualisent parfois leur programme de fidélité. Et donc ça peut amener des questionnements sur la manière de communiquer. S'il n'y a qu'une adresse mail qui est rentrée, peut-être que tous les utilisateurs n'auront pas nécessairement les informations, donc peut-être prévoir d'intégrer plusieurs adresses mail si le programme est partagé, pour que tous les membres, par exemple, de la famille aient les informations. Et ça serait intéressant aussi de creuser entre les programmes, entre guillemets, classiques et les programmes hiérarchiques, si cette mutualisation du programme est plus importante. Pour garder son statut et ne pas le perdre, peut-être qu'on va demander à ses amis, s'ils ont des achats, de nous apporter quelques points. Peut-être que cette tendance est plus forte sur ce type de programme. Le troisième point, c'est sur la digitalisation. Alors, pendant longtemps, on s'est intéressé à l'application des enseignes, là, on s'est intéressé à l'application porte-carte, et la conclusion est la même. Il y a une progression, mais celle-ci est légère. Il n'y a pas une explosion brutale comme on aurait pu s'y attendre. Le point numéro 4, naturellement que la Covid a impacté, c'est ce que je vous disais en conclusion de mon premier point, et donc il serait intéressant de regarder si jamais on a la chance de voir la Covid derrière nous et retourner dans le monde d'avant, est-ce que tout va redevenir comme avant, ou s'il y a certaines tendances qui se sont installées et qui vont perdurer. Sur le point 5, le consommateur a des craintes, toujours plus, et en cas de doute, il fait de moins en moins confiance
aux enseignes. Et donc, il faut continuer à travailler, à faire ce travail de pédagogie que j'évoquais tout à l'heure. Le point numéro 6, je vous ai mis une préférence pour les avantages conférés par le programme avant ses règles de fonctionnement. Donc, le consommateur, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Donc, le taux de générosité du programme est l'élément le plus important à ses yeux, même si il ressort que pouvoir surveiller son compte, avoir un programme omnicanal, etc., quoi. Tout ce qui peut enrichir le programme va le séduire, mais ce qui fera la différence, c'est qu'est-ce que je vais gagner à la fin. Et donc, ce qui peut poser des problèmes, puisque le programme est naturellement coûteux pour les entreprises, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Le 7e point, je vous ai mis des consommateurs avant tout favorables à une animation de leur programme de fidélité sur les achats responsables, donc avoir des réductions si j'achète des produits bio, des produits made in France, etc., plus que avoir des récompenses si je viens avec mon sac plastique, avec mon propre sac, pour éviter un sac plastique par exemple. Et enfin, dernier point, je vous ai mis une relation de préférence en termes de touchpoint et comportement effectif. C'est finalement, on retrouve peu ou prou la même typologie que les années précédentes, avec des accros, entre guillemets, des économes et des réfractaires, des déconnectés, alors que cette année, on ne s'est pas intéressé sur des préférences, mais on s'est intéressé sur des comportements effectifs.